Merci Kenny. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va adresser le sujet des outils d'intelligence artificielle et notamment ce qu'on appelle les generative AI. Sans plus attendre, je vais me lancer dans les overviews du contexte. On verra après la visibilité que Netscope est capable d'apporter sur les outils de generative AI. Et ensuite, s'en suivra beaucoup de démonstrations d'Armel sur la techno et sur les cas d'usage qu'on est capable d'adresser et quels sont les différents composants de sécurité que Netscope est capable d'utiliser pour tenter de maîtriser ces nouvelles consommations applicatives. Et bonjour Armel. Bonjour à tous, à tout à l'heure pour les démos. J'imagine que vous avez tous, autant que nous, été largement bombardés de nouveautés, de news sur l'explosion des IA de manière générale et des generative AI ou de ce qu'on appelle aussi les outils de LLM. Grosso modo, ce qu'on peut voir, c'est que d'une certaine manière, le buzz ne désemplit pas. L'IA, ça a vraiment commencé à faire parler beaucoup d'elle fin de l'année dernière, début de cette année. Et ça se maintient beaucoup. On a des usages assez divers et variés, y compris dans les secteurs publics. Là, il y a des outils qui ont été lancés pour les professeurs, mais évidemment, on voit les étudiants utiliser ChatGPT pour répondre à des devoirs, etc. On a vu aussi des fuites de données, je vais y revenir. Il y a vraiment... on a perdu. On t'a perdu 10 secondes. T'as Ok. retrouvé. Euh, et on voit que ça a un intérêt, donc à la fois sur les applications, sur les sites web, mais c'est aussi parce qu'il y a des intérêts pour pouvoir générer plus d'argent, potentiellement des nouvelles tâches, etc. Potentiellement, ça peut disrupter aussi des emplois. Donc la technologie ou les technologies de manière générale sont largement des questions qui sont suscitées dans les tables rondes avec des dirigeants. On voit des PDG, des DG, etc. Soumettre la question de qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces IA. Et puis plus récemment, il y a eu notamment cet été et au mois de septembre des communiqués qui sont parus de la part de la CNIL, de l'ANSSI et du ComCyber, par exemple pour lister les différents risques potentiels liés à l'IA. Et c'est pas que des risques du fait que les attaquants ils peuvent générer des nouvelles attaques, c'est aussi des risques de création de ce qu'on appelle les deepfakes ou de la désinformation, parce que la fiabilité de ces IA est pas toujours exacte. Donc en fait, l'éventail des risques est quand même assez important. Et parmi ces éventails de risques, il y a évidemment la fuite de données ou la perte, c'est peut-être pas une fuite directe, mais en tout cas, des données qui vont sortir du périmètre maîtrisé de l'entreprise parce que pour pouvoir profiter de la puissance de ces IA, bah, bien souvent, on va venir y déposer des messages, du contenu, du texte, voire même des fichiers. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de jouer avec les différentes IA qui existent, sachez que les capacités sont très très larges. Ça peut aller de conseils d'ordre juridique, des conseils d'ordre psychologique parfois, de l'édition de code, de la correction de code également, de la rédaction de contenu à des fins marketing. Et d'ailleurs, d'un point de vue marketing, ce qui est assez préoccupant, c'est que ça faisait déjà pas mal d'années qu'on avait des robots qui rédigeaient des articles de presse ou qui rédigeaient du contenu sur des blogs, etc. Et aujourd'hui, on a potentiellement des IA qui cherchent à apprendre du contenu qui est sur Internet. Donc en fait, on a des IA qui apprennent sur le contenu qui a été généré sur des robots. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, la source de l'information, elle devient très compliquée à truster. Et donc ça fait partie aussi des grands enjeux. Voilà, pour le fun, moi, j'ai utilisé cet été, enfin, j'ai tenté d'utiliser cet été Google Bard à des fins d'assistant personnel pour planifier mes vacances en Grèce. Donc vraiment, un peu, sky is the limit, quoi. On peut utiliser les IA pour vraiment faire beaucoup de choses. Je suis certain que vous en avez déjà
Vous avez déjà pas mal constaté ça et puis vous pourrez nous partager votre expérience juste après. Alors, les IA, c'est potentiellement des gains en productivité, des gains en termes d'usage, mais forcément, il y a souvent une contrepartie à ça. Euh, Aujourd'hui, il y a déjà eu pas mal d'incidents qui ont été identifiés, signalés, que ce soit en termes d'exposition de données, des risques de violation, des risques de compliance. Voilà les différentes implications qui peuvent en découler. Donc, celle qui a fait le plus parler d'elle, c'est ChatGPT, enfin Samsung qui a fait fuiter des données sur ChatGPT, pardon. Et ChatGPT a d'ailleurs reconnu avoir subi une attaque au début de cette année. Donc voilà, tout simplement, c'est des usages assez fréquents, hein, on y reviendra, mais ça peut être du code source qui est partagé à ChatGPT pour des fins d'analyse, de commentaires, d'optimisation. Et l'autre exemple qu'il y avait eu chez Samsung, c'était l'envoi de notes de réunion. Il y a pas mal d'IA qui sont capables de faire des synthèses de prise de notes, par exemple. C'est même des choses qu'on commence à voir arriver sur des outils, sur des suites collaboratives, où en fait l'outil va vous synthétiser votre propre réunion. On a vu également pas mal de groupes, voire même des autorités, qui ont commencé à donner des directives pour bloquer l'accès à ChatGPT. Euh, Parce que si les gens ils commencent à copier-coller des infos dans ces différents outils, vous perdez potentiellement de la propriété intellectuelle, si jamais ce que vous avez copié-collé en contient. Et donc, bah, ça veut dire que la donnée se retrouve exposée ou elle est hébergée chez un tiers, donc, comme j'expliquais tout à l'heure. Et puis, il y a un problème qu'on a aussi vis-à-vis de tous ces outils, et Armel le présentera tout à l'heure, c'est est-ce que les données qu'on y dépose, est-ce qu'elles sont conservées? Est-ce qu'elles restent votre propre propriété? Est-ce que les données que vous envoyez, elles peuvent être utilisées pour entraîner le modèle? Donc, soit pour corriger le modèle, parce que des fois, on va dire à l'IA, bah non, tu t'es trompé, c'est pas la réponse que j'attendais. Soit, en fait, tout ce qu'on lui envoie, ça peut être utilisé pour réentraîner les modèles, et on sait que c'est hyper important de réentraîner des IA. Et donc, on a vu Amazon, Apple, qui a presque été dans les derniers à restreindre la consommation des IA. Mais Amazon, voilà, différentes banques, vous avez pas mal d'exemples ici. Puis vous avez peut-être même eu des directives en interne chez vous. Nous, ça a été le cas chez Netscope où on nous a demandé de mesurer. Donc, chez Netscope, on ne nous bloque pas l'accès à ChatGPT, mais on nous demande de mesurer et d'être prudent quant à son utilisation. Donc voilà tout ce qui peut en être. Mais ce qui est important, c'est que, et on va le voir par la suite, en fait, chez Netscope, vraiment, l'ADN et la volonté, c'est de ne pas bannir les Generative AI dans leur ensemble. Et on verra qu'il y en a plus de 70. Et ça va être d'adopter une approche granulaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous demander un petit peu votre avis. Donc, on va vous proposer de sauter sur un outil qui permet de faire des petits sondages rapidement. Alors, je tiens à vous rassurer, cet outil est complètement anonyme. Il ne collecte pas vos données. Vous n'avez pas besoin de créer de compte, etc., etc. Donc, je vous invite à aller sur cette URL, menti.com, et à saisir le code ou à scanner le QR code. Et comme ça, on va pouvoir avoir un petit peu aussi un aperçu, on va dire, de pair à pair entre nous quelles sont vos consommations de l'IA et des generative AI et quels sont ce qui suscite, on va dire, une crainte ou un intérêt particulier de notre part à tous. Alors, Kenny, je ne sais plus combien de personnes on est censé attendre à peu près sur le pont. Moi, tu peux y aller, il y a la majorité des participants qui ont rejoint. Ok, cool.
Donc, question plutôt simple pour commencer, puis ça vous permettra de voir où vous vous situez par rapport aux autres. Euh, enfin, à quelle fréquence utilisez-vous les outils d'IA? Donc, on a volontairement parlé de toutes les IA, hein, que ce soit des transformers, des LLM, du generative AI. OK. Alors, assez logiquement, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Sinon, ça voudrait dire qu'on s'est trompé de sujet. Donc, on voit que, voilà, grosso modo, il y a quand même déjà une adoption assez forte. Bon, personnellement, je l'utilise peut-être pas tous les jours, mais presque tous les jours. Ça permet vraiment de gagner en productivité. Mais bien évidemment, c'est avec certaines réserves. Quels sont les IA que vous utilisez? Donc, on a beaucoup parlé de ChatGPT ou de ses consoeurs, que ce soit Google Bard ou Bing AI, qui sont les trois plus grosses dans la catégorie Generative AI. Voilà, si vous avez des IA que vous souhaitez nous partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Euh, Il y a Jasper qui permet de faire de la prise de notes, Beautiful AI qui permet de créer des présentations, Copilot qui est un outil qui va aider à faire de l'analyse de code, si j'ai bonne mémoire, Blackbox qui génère aussi du code. Bon, de toute évidence, on est sur une majorité écrasante de ChatGPT. Alors, est-ce que c'est pour des raisons techniques ou marketing, parce que les news en ont trop parlé? Ce qui est sympa à savoir, c'est que par exemple, ChatGPT, moi j'ai eu des cas où ChatGPT me refusait de faire certaines choses pour des raisons éthiques, alors que Google Bard n'avait pas de telles restrictions. Donc on peut aussi parfois jongler entre les IA pour contourner certaines restrictions qu'on pourrait avoir. Est-ce que vous pensez que l'IA peut avoir un intérêt dans le monde professionnel? Ok, très intéressant. Il faut effectivement s'attendre à voir des impacts arriver sur ces différents outils. Et on va voir juste après, ça va être intéressant d'avoir votre point de vue aussi, sur quels pourront être ces impacts. Merci pour votre contribution. Selon vous, donc là c'est vraiment encore une fois purement des opinions, est-ce qu'introduire les IA impacte la sécurité? Et est-ce qu'il faut les surveiller, les contrôler? Ou à contrario, hein, vous pourriez dire, bah moi je veux pas les contrôler de manière granulaire, je veux peut-être les bloquer, etc. On a vu donc certaines entreprises prendre ce parti un peu binaire. Bon, au moins, je pense qu'on ne s'est pas trop trompé dans la création de ce sujet aujourd'hui et que tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il y a quelque chose à faire en termes de sécurité. Et donc, avant-dernière question, quelles sont les préoccupations qui sont liées à ces IA? Est-ce que pour vous, c'est des problématiques de désinformation, de fiabilité, de perte de données, euh, des malwares qui seraient AI-based? Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de bonne réponse. Mais en transition, je voudrais réévoquer cette notion de concurrence, qui est une problématique quand même qu'il ne faut pas prendre à la légère, je pense. C'est effectivement le fait que potentiellement une entreprise décide d'adopter des outils d'IA, va potentiellement gagner en productivité, et donc ça peut amener des entreprises à se retrouver en fait en difficulté ou en déclin vis-à-vis de ses propres concurrents. Si bah, on bloque, en fait, ça, à force de mettre des bâtons un peu dans les roues, il peut y avoir aussi des difficultés de ce point de vue-là. Alors, je ne prends pas du tout parti, c'est pas mon objectif ici. Mais voilà, l'idée, c'était aussi de se questionner sur tous ces aspects-là.
Et alors, la dernière question, pour le coup, il y a une bonne réponse sur ce sujet, sur cette question. On vous a beaucoup demandé votre avis sur les questions d'avant. Et là, l'idée, c'est vraiment de se poser la question de quel est le pourcentage de données confidentielles que les utilisateurs fournissent à ChatGPT. Donc, en fait une analyse d'un rapport qui a été publié par nos confrères de CyberHaven, qui ont étudié en fait vraiment cette problématique des fuites de données sur ChatGPT. Euh, et donc, le chiffre, on va dire, est tombé. Euh, et on a quand même quelques bonnes réponses, puisque la bonne réponse, c'était 11%. Et alors, ce qui est hyper intéressant, c'est en fait de se rendre compte que dans ce rapport de CyberEven, en fait, on a moins de 1% des employés qui sont à la source de plus de 80% des fuites de données. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez préoccupant. Et on voit qu'en fait, en adressant ne serait-ce qu'un petit peu la problématique, on devrait pouvoir assez facilement avoir des gains substantiels en termes de protection. Et donc, bien évidemment, si on est là, c'est pour vous expliquer qu'est-ce qui est possible de faire. Et il se trouve que la grande majorité des IA sont cloud-based, et donc c'est assez logiquement que Netscope va être capable de vous aider. Et puis également, il y a une autre approche qui est un peu plus radicale, qui forcément sortira du giron de Netscope, mais vous pouvez aussi décider d'internaliser votre propre moteur de LLM qui ne serait pas exposé publiquement, où vous garderiez la main sur cette Generative AI. Mais il y a aussi des problématiques contractuelles. Vous pourriez très bien souscrire des contrats, souscrire des abonnements chez différentes technologies. Et donc, dans ces contrats-là, on va pouvoir regarder ce qu'il en est en termes de la protection des données, en termes de propriété, privacy, etc. Et donc, Armel va nous montrer ça juste après. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif de Netscope, c'est de fournir ce que nos Américains appellent une comprehensive solution à ces différents usages de l'IA. Et on veut éviter d'une certaine manière, enfin en tout cas c'est la philosophie de Netscope, c'est d'éviter de bloquer de manière un peu binaire toutes ces IA. Et puis si je me contente de faire une blacklist sur étoile.openai.com pour bloquer ChatGPT, bah en fait la réalité c'est que nos collaborateurs, les utilisateurs, les usagers, ils finiront par trouver potentiellement une alternative s'ils estiment que Google Bard ou Jasper va leur faire gagner 5 heures de leur temps de travail. Bah, c'est évident qu'ils vont chercher à trouver une alternative. Le blocage un peu binaire n'est pas vraiment le souhait, en tout cas, c'est pas dans la philosophie de Netscope. Ce qu'on veut, nous, c'est vraiment pouvoir fournir un filtrage granulaire et adaptatif en fonction du contexte. Et donc, bien évidemment, le déchiffrement SSL qui va être effectué par Netscope va nous aider dans ce sens. Et je vais donc passer la main à Armel qui va vous démontrer tout ça dans nos plateformes de lab. Et merci Maxime. Petit point, avant que je partage mon écran, petit point de passage, il n'y a pas de questions-réponses pour le moment, enfin, il n'y a pas de questions dans la partie Q&A. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce que vient d'expliquer Maxime ou sur la suite. Il y a pas mal d'éléments sur lesquels je vais aller rapidement pour des questions d'efficacité, de gain de temps. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions, on y répondra en live ou à la fin de la session. Ah, voilà. Donc, on va commencer par la visibilité. Donc, le Netscope, c'est un voyage sur la sécurisation et adoption des applications SaaS. Et historiquement, on commence toujours par la visibilité, et notamment par un terme que vous connaissez sûrement, qui est le Shadow IT. Donc, pour savoir qui accède à quoi, quand, comment, etc., avec tout l'aspect contextuel, Netscope embarque une base applicative des applications SaaS que Netscope connaît. Donc, sur cette base applicative s'appelle le CCI, le Cloud Confidence Index. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 75 000 applications dans cette base de données. Et un peu plus de la moitié, un peu plus de la moitié, il y a une notation. On va y revenir juste après. Ces applications sont triées suivant plusieurs critères. Et le critère qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cadre de cette présentation, du webinaire, bah, c'est la catégorie. Donc, on va dire que c'est la base des classements des applications. C'est la catégorisation entre guillemets d'URL
sur ces applis. Dans la catégorie Generative AI, sur Netscope, aujourd'hui, on a 116 applications AI SaaS connues. Et sur une majorité d'entre elles, on a une notation, un score qui s'appelle un CCL, un Cloud Confidence Level. Et ce score-là, c'est un score qui est poussé par Netscope, hein, qui est compilé suivant plusieurs critères qui sont listés dans différentes catégories. Donc Maxime a déjà un petit peu parlé, notamment sur les aspects de protection de la donnée. Quand vous envoyez de la donnée aux outils de Generative AI, est-ce que les données sont chiffrées au repos? Est-ce qu'ils sont chiffrés en transit, etc. Tous ces critères-là vont faire une note qui est le CCL, qui pourra être, lui, utilisé dans les règles d'accès, si on le souhaite. Donc, ça permet de donner une première indication, en tout cas d'un point de visibilité, et plus tard, on va le voir après sur la partie contrôle, sur, OK, qui utilise quoi, et est-ce que je veux contrôler sur la base du niveau de confiance que Netscope a attribué à ces applications-là. Ensuite, la seconde force de la solution Netscope, c'est le décodage. Quand le trafic web et SSL passe en temps réel dans les data centers Netscope, Netscope va les décoder, va les déchiffrer, enfin, va les déchiffrer d'abord, puis les décoder, et il va en sortir un certain nombre de données qui vont être, elles, utilisées en tant que critères plus tard dans les règles. Et ça, on va le voir. On est au-delà d'un proxy web classique, même si je ne vais pas m'y étendre trop dessus. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est des choses qu'on va utiliser dans les démos suivantes. Donc, je vais aller sur ChatGPT, je vais aller me loguer, et on va aller récupérer un certain nombre d'informations quand on se logue, qu'on peut retrouver en mode développeur, et c'est des informations qu'on va retrouver juste après chez Netscope, enfin, dans la console Netscope et dans les logs. Hop, on va se loguer, je vais prendre une adresse mail, hop, Lab NMS. Je fais exprès de prendre une adresse mail différente de mon adresse mail, on va dire Nomios, classique, de travail. Hop. Ah, je me suis logué, c'est super. Et au moment où je me suis logué, a été envoyé à Netscope, à ChatGPT, pardon, entre mon navigateur et ChatGPT, il y a un certain nombre d'informations qui a été envoyé. Ces informations se trouvent dans la payload des requêtes, et ces payloads-là, Netscope est capable de les déchiffrer. C'est ce qu'on appelle le Cloud XD, côté Netscope, et grâce à ces informations-là, qui va extraire des données qui transitent de manière, entre guillemets, alors pas cachée, mais chaque solution va utiliser son propre langage d'échange au-dessus de HTTP, d'HTTPS pour faire transiter de la donnée, des identités, une authentification, de la donnée à traiter, donc les posts que l'on va faire tout à l'heure sur ChatGPT. Et ces informations-là, ces informations qui est capable de décoder Netscope sur les 112 applications qu'on a vues tout à l'heure, ou 116, et qui va être capable de réutiliser dans les règles et permettre de garder à tout instant un état de la session d'un utilisateur sur l'instance, sa propre instance qu'il utilise pour ChatGPT, et avec tout le contexte d'utilisation de l'application. Donc là, on voit ici dans le champ username égale A2 lab NMS, on voit mon mail passer, et c'est une information que Netscope traque, décode et peut utiliser dans les policies. Ça, on le verra après. Je vais vous montrer le login. Donc là, on voit dans les logs. Alors, je vais très vite sur les logs, je ne vais pas expliquer tous les champs, etc., pour gagner du temps. N'hésitez pas à garder vos questions pour la fin. Donc là, on est sur les derniers logs. On voit qu'il y a eu des logging intent, le login successful. Si je regarde le login successful, je vais retrouver un certain nombre d'informations, mais notamment dans la section user. On voit que l'utilisateur, là, c'est moi, mon adresse mail Nomios, professionnelle. Par contre, dans le champ from user, hein, ben là, j'ai une autre adresse mail, c'est l'adresse Gmail que j'ai utilisée sur ChatGPT. Donc là, c'est une première force de Netscope, c'est sur le gain en visibilité, en plus d'avoir la connaissance des applications SaaS et savoir les décoder pour retrouver un certain nombre d'informations pertinentes. La force, c'est de pouvoir avoir la visibilité sur ces informations pour pouvoir les réutiliser plus tard. Donc là, on voit bien que je me suis logué avec un compte différent que mon compte corporate, entre guillemets. Et après, on voit toutes les informations liées à l'instance ChatGPT et ce que j'y fais derrière.
Le dernier exemple sur la puissance du decoding de Netscope sur ces flux SAS et web. J'ai envoyé un message, par exemple, donne-moi la météo. Météo, hop, tac, tac, tac. Donc là, j'ai notre poste qui est parti. Ici, conversation. Hop, j'agrandis pour que vous y voyez. Alors, vous devez voir un petit peu petit. Je suis désolé si c'est le cas. Hop, ici d'un message. Donc là, on voit que j'ai une pelote qui est changée. Hop, on va voir. Il y a un formalisme à la sauce ChatGPT, hein. On peut pas savoir en avance. En tout cas, c'est pas du HTTP classique. On va voir dans le content. Dans le content, ici, on va retrouver la donnée que moi j'ai envoyée, que moi j'ai postée dans ChatGPT. Et donc ça, c'est la première force de Netscope, c'est pour être capable de décoder tout ça pour appliquer le bon niveau de contrôle et de sécurité sur ces données-là. Hop, je reviens ici. Une fois que Netscope a réussi à récupérer toutes ces informations-là et les a vues, il les log, et ensuite on peut utiliser un outil sur Netscope qui s'appelle Advanced Analytics qui va permettre d'avoir du reporting euh, déjà préconstruit. Alors il y a des capacités de reporting customisables à souhait, c'est très puissant, mais on a un dashboard qui est présent par défaut, qui a été développé par Netscope, qui permet d'avoir une vision synthétique rapide et quand même assez complète sur l'adoption et l'usage des outils de Generative AI dans l'entreprise. Donc là, j'ai un filtre sur 7 jours. On voit que j'ai un premier filtre catégorie Generative AI. Donc on s'arrête là. Et sur Advanced Analytics, on a des premiers éléments d'information sur OK. Pour moi, j'ai rien contrôlé. J'ai rien surveillé. J'ai juste fait qu'envoyer mon trafic chez Netscope et Netscope me donne l'information. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que font vos utilisateurs. Quels sont leurs usages? Est-ce qu'ils utilisent ChatGPT à majorité ou d'autres outils? Est-ce qu'ils vont utiliser des outils que vous ne connaissiez pas? Sur les outils que vous ne connaissiez pas, ce serait peut-être intéressant d'aller voir la base applicative, le CCI, les rapports pour voir est-ce qu'elles sont potentiellement de confiance ou pas. Et donc, ça permet de donner toutes ces informations-là. Donc là, on a une première vue avec la liste des applications, les activités qui sont faites dessus. Donc là, c'est juste de la navigation. On va avoir aussi les posts, là, la donnée qui est envoyée sur toutes les applis. On va avoir le trending des usages des applis par nombre d'événements, etc. Donc beaucoup d'informations qui sont utiles. Et une fois ça c'est ce qu'on va faire juste après dans les démos suivantes, une fois qu'on met en place une policy pour contrôler, pour guider, pour accompagner les utilisateurs, on va avoir le trending de ce que l'on fait d'un point de vue solution de sécurisation sur ces flux-là. Mais ça, on va le voir après. Pour le moment, tout ça, ça ne vous parle pas. Excusez-moi. OK. Donc ça, c'est la première partie du voyage. Donc, la visibilité. La première gros avantage de la solution, c'est de mettre en avant, de déchiffrer, de décoder le langage propre des applications SaaS et notamment des Generative AI pour les faire comprendre aux administrateurs et pour pouvoir permettre aux entreprises d'accompagner leurs utilisateurs dans les usages de ces applications Generative AI. Generative AI. Ensuite, la seconde étape, c'est le contrôle. C'est le contrôle presque pur et dur de l'activité, juste de le fait d'accéder ou de faire certaines activités sur ces applications-là. Donc, Maxime en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, ça peut être bête et méchant, entre guillemets, hein, on bloque toute la catégorie. Merci, on peut considérer que le problème est réglé. Sous couvert de ce qu'a expliqué Maxime aussi, le fait que les utilisateurs vont chercher à pouvoir accéder d'une manière ou d'une autre aux outils qui les aident bien dans leur travail quotidien. Donc là, pareil, je ne vais pas expliquer dans le détail la base de règles, tous les critères, etc. Ça, on peut en parler à la fin sur le temps qui reste. Donc là, je vais juste mettre en place une petite règle d'alerte pour dire à mes utilisateurs, OK, tu vas sur des outils de Generative AI, fais attention. Fais attention, ça peut être un risque. Je te préviens juste que les applications que tu utilises ne sont pas forcément sans risque. Ah, ben, c'est juste le fait de le charger dans la barre des tâches, hein. Google Assurance essaie de le chercher.
Donc là, on a le premier pop-up, juste d'accompagnement simple sur la catégorie. Donc, si je vais sur n'importe quel outil de Generative AI, voilà, donc les pop-ups peuvent être personnalisés à souhait avec des liens vers la policy, enfin la charte informatique interne, vers des liens vers la base de connaissances interne, etc., les outils de ticketing. Bref, ça supporte plusieurs langages. C'est pas le sujet. Euh, et, euh, et donc là, c'est une première étape pour accompagner. OK, tu vas aller sur ChatGPT, c'est super. Il y a quand même un petit risque, je t'avertis, de faire attention à ce que tu envoies, mais tu peux quand même y accéder. Ça n'enlèvera rien au fait de tout ce qu'on a vu juste avant. On verra tout ce qui se passe, qui s'est logué avec quel compte, qu'est-ce qu'il a fait sur ChatGPT, quelles sont les données qu'ils ont envoyées, etc. Donc ça, c'est la première étape, on va dire simple, c'est juste de prévenir. On laisse passer, comme a dit Maxime. Alors quand je suis rentré chez Nomios pour travailler sur Netscope, le leitmotiv à l'époque de Netscope, le slogan, c'était Hello is the new block. Ah, c'est un peu l'idée. On laisse passer. De toute façon, ça passait sûrement déjà avant. On voit, on laisse passer, mais on avertit. On dit OK, là, on sait ce que vous êtes en train de faire. Il y a des risques à ce que vous faites. On vous avertit juste de faire attention. Euh, et, euh, du coup, les utilisateurs sont prévenus et ça peut potentiellement éliminer, entre guillemets, des mauvais usages ou des usages non maîtrisés de ces applications-là. Alors, je vais désactiver, activer au fur et à mesure mes règles, c'est juste pour pas me polluer la démo. Le seconde étape que l'on pourrait faire, c'est OK, on a averti l'utilisateur qui va sur ChatGPT, ah, c'est bien, mais peut-être que bah, il peut y aller, mais ce qui va m'intéresser, c'est quand il va vraiment envoyer des choses. Donc là, envoyer des choses, juste au niveau activité, le fait de juste poster un message. On peut lui dire, attention, tu es en train de poster quelque chose. J'espère que tu n'envoies pas de la donnée sensible. Merci de donner une justification pour ton usage. Tu vas pouvoir y accéder, tu vas pouvoir continuer à chatter avec ChatGPT. Mais voilà, sache qu'on a la visibilité sur ce qui est fait et il faut que tu fournisses une justification business pour cela. Donc j'y retourne dessus, j'aurai un nouveau chat, poster le message, bonjour. Donc là, voilà, juste le fait d'avoir envoyé quelque chose dans le prompt, dans le chatbot, là, la Netscope l'a décodé, a détecté qu'avec ce qu'on a vu avant sur la partie visibilité, il y a de la donnée qui est partie, peu importe la donnée, le peu importe, on le verra après, sur comment on contrôle la donnée. Mais là, on est juste sur l'activité, le fait d'avoir chatté. Et là, on a un accompagnement qui nous dit, bon, OK, il faut que tu justifies que tu as besoin dans tes activités professionnelles d'accéder à ChatGPT ou tout autre outil de générative AI. Et donc là, je vais dire, j'en ai besoin pour le webinaire. Ah, je clique sur continuer, mon message va partir. C'est super, il va me répondre, c'est top. Ces informations-là, l'information de justification, on l'a vu passer tout à l'heure dans Advanced Analytics. C'était un nuage de mots. Je vais vous le remontrer très rapidement. Et ces informations-là, donc, qu'on va forcément retrouver dans les logs, puisque Advanced Analytics utilise tous les logs, tous les puits de logs que remplit Netscope pour faire des dashboards. Et tout en bas, on avait un petit nuage de mots. Je ne me suis pas attardé tout à l'heure. C'était fait exprès. Hop, le temps que ça charge. Je suis allé trop bas. Voilà. Donc là, j'ai tous les jeux de mots, enfin tous les mots que j'ai déjà justifiés sur les précédents tests des démos, avec l'exécution de la démo. Donc là, c'est le temps que ça remonte dans les index, hein, ça prend un tout petit peu de temps. Et si je veux aller voir vraiment en temps réel bah, ce que mon utilisateur a fait et qu'est-ce qu'il a justifié quand il allait sur l'application de ChatGPT qu'il a posté un message, bah, je vais dans les logs, je vais chercher mon action qui est proceed, qui correspond à quand j'ai cliqué sur continuer. Et là, je vais retrouver des champs qui s'appellent justification en raison. Et là, je vais retrouver l'information que l'utilisateur a rentrée pour justifier son accès business. Euh, donc voilà pour la partie contrôle, on va dire au sens entre guillemets CASB du terme, c'est-à-dire sur les accès, sur les activités qui sont faites sur les applications. Ensuite, s'il n'y a pas de questions, c'est OK. Oh, très bien.
On va passer sur quelques démos sur la partie contrôle de la donnée. Donc là, on n'est plus sur les activités. Enfin, on va utiliser les activités le fait d'envoyer de la donnée, mais on va regarder la donnée qui est envoyée. Euh, donc, on va prendre j'ai fait quelques exemples de démos. J'en ai fait un maximum pour que ça puisse être parlant. Donc là, pareil, je vais désactiver mes anciennes règles pour pas qu'elles viennent polluer mes messages. On va commencer par exemple, l'exfiltration de code Python. Mettons, j'ai une population de développeurs et ils vont utiliser ChatGPT, hein, qui est très puissant. Alors, ça peut être de Copilot, ça peut être ChatGPT ou autre. Moi, personnellement, j'utilise ChatGPT pour coder en Python. C'est extrêmement puissant et ça fait gagner du temps. Par contre, grâce à Netscope, grâce au moteur DLP Netscope, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, je peux pas m'y attarder dessus pour pas perdre de temps. Le moteur DLP Netscope embarque énormément de fonctionnalités et notamment la détection de code source. Donc là, sans forcément aller nous dire à la main, voilà, un code Python, ça ressemble à ça, il y a telle fonction, il y a tel mot-clé, etc. Il y a des imports. Non, Netscope nous fait le travail pour nous. Maxime va en reparler un petit peu après, normalement, sur la conclusion. Avant la conclusion. Et ok, ça finit de charger. Et du coup, on va vouloir contrôler et je vais activer aussi la règle sur Bard dès à présent. On va aller contrôler l'envoi de code Python. Est-ce qu'on est capable d'aller avec Netscope regarder vraiment la donnée qui sort sur ChatGPT et du coup, est-ce que on s'expose à des fuites? Donc là, je vais prendre hop, mon code Python. Tic tac. Ok. Hop. Touc, touc, touc. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas du code sensible, c'est du code Python Netscope pour discuter avec les logs Netscope. C'est disponible sur GitHub. Je vais lui envoyer du code Python. Alors on a bien eu un message de notification encore différent en disant OK, le code Python, c'est une information sensible. Vous n'avez pas à le divulguer sur ChatGPT. Donc là, si on revient sur les logs Netscope, on va retrouver ces informations-là, évidemment, sur les logs d'alerte. Ils sont ici. On a notre ChatGPT, on a notre règle Python code to ChatGPT. On a bien mon utilisateur Nomios qui va sur ChatGPT qui va poster. Et hop, si on va dans les incidents DLP, là, on va retrouver des informations liées à cette violation d'exfiltration de la donnée. Et on va retrouver dans la partie forensics, donc je vais très très vite exprès, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Dans la partie forensics, on va retrouver qu'est-ce qui a matché, pourquoi il y a une violation de la donnée sur cette activité-là que j'ai faite sur ChatGPT. Et donc là, on voit bien en surbrillance que Netscope a détecté, et le moteur DLP a détecté du code source Python. Hop, donc c'est un moyen supplémentaire, hein. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est pour vous toucher du doigt les capacités que l'on a avec la solution pour être suffisamment permissif et à la fois contrôler ce que les utilisateurs en font et tout en se prémunissant de l'exfiltration de données sensibles. On va faire la même chose sur Bard, par exemple. Hop, niveau temps, c'est good, OK. On va faire la même chose sur Bard, sauf que sur Bard, j'ai fait une règle qui ne va pas contrôler le code Python, mais qui va contrôler la taille de ce que j'envoie. C'est-à-dire, il ne va pas regarder la donnée, mais il va regarder le volume de données envoyées au chat GPT. Donc, si je fais du chat classique, là, ça passe, j'ai pas de message d'erreur, il n'y a pas de souci. Par contre, si j'envoie... s'il veut bien réagir, OK. Ah oui, parce qu'il n'a pas compris, j'ai fait un problème de typo. Si j'envoie un gros volume de données d'un bloc, et là, c'est quelque chose aussi que je peux contrôler avec Netscope et dire, OK, tu peux discuter avec un chatbot, par contre, envoyer une masse d'informations d'un coup, là, non, c'est interdit ou c'est à risque, etc. Bon, là, j'ai fait du blocage pour aller plus vite. Ça peut être de l'accompagnement, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, avec des justifications, etc. Pardon. Hop, je reviens ici, dans ma policy, pour les deux dernières démos, où je vais m'activer ceci et ceci.
Hop, activer les autres, on s'en moque. Donc, en passant, vous pouvez aussi voir la rapidité de l'utilisation de l'interface d'un point de vue administratif, d'un point de vue day-to-day, la réactivité d'un point de vue application, des politiques DLP et accès sur les data centers Netscope. C'est quand même très rapide. Les deux dernières démos, donc là, je me suis amusé avec les adresses IP. J'ai dit, bon, ben, pour moi, moi, je suis Nomios, ce qui m'impacte, c'est potentiellement que mes adresses IP internes sortent sur Internet. Là, je vais utiliser une application là, qui s'appelle RemoveBG. Pourquoi pas? C'est une application qui permet de supprimer le fond enfin, l'arrière-plan sur une photo. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je peux sortir des photos ou des screenshots ou autres sur cette application-là. Ça tombe bien, je vais aller sortir un screenshot Ah, mais c'est pas grave, je peux pas faire un petit aperçu. Je vais sortir un screenshot d'une conf firewall. Là, j'ai un pfSense avec des interfaces configurées. Puis dans les interfaces, là, j'ai des IP configurées. Et je suis sur une photo, hein. Je suis bien sur un PNG. Hop, je vais aller uploader l'image. Et là, boum, nouvelle notification Netscope qui correspond aux règles que j'ai mises en place. Attention, les adresses IP internes de l'entreprise sont une information qui est sensible et il est interdit de les communiquer en tiers. C'est-à-dire que non seulement je vais aller contrôler la donnée adresse IP, et en plus les adresses IP qui sont configurées pour que ça corresponde à ce que moi j'ai en interne, mais en plus Netscope en temps réel est allé regarder, faire décoder, est allé analyser l'image pour faire un OCR, sortir la donnée qu'il y avait dans l'image pour, pour détecter ça. Si on revient sur mes incidents d'LP, je ne vais pas dans les logs exprès, je vais directement aux incidents d'LP pour que vous voyez que je n'ai pas bluffé. Donc j'ai bien mon image pfSense que j'ai envoyée. Hop, si ça est bien chargé. Je l'ai bien uploadé sur RemoveBG. Et dans mes informations de forensics, j'ai trouvé des adresses IP qui sont internes et que j'ai voulu prémunir d'une exfiltration. Et la dernière démo, le dernier exemple, parce que je suis dans les temps, oui. La dernière démo, c'est la même chose, mais un peu plus vicieux, je veux dire, j'ai envie de dire. C'est hop, 8.76. L'utilisation de tous ces outils de Generative AI sont de plus en plus accessibles et se rapprochent de plus en plus de vos données, notamment par les extensions. Les extensions sur les applications, donc là sur Chrome, ça peut être sur du Office, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Donc l'objectif de ces outils-là, c'est de vous proposer des extensions qui vont pouvoir venir se plugger le plus rapidement possible, le plus près possible de votre donnée, pour que vous ayez évité de vous connecter à l'application, à poster des choses dans l'application, etc. Donc là, par exemple, j'ai installé une application qui s'appelle Résumé ChatGPT, qui fait une résumé d'une page web, d'un article, peu importe. Mais je me suis dit, bah, tiens, voyons, mon interface d'administration pfSense, c'est une page web. Et j'ai pas une advertence, je vais cliquer sur mon résumé ChatGPT. Donc, les informations de la page web vont partir sur ChatGPT. Donc, mes IP, des configurations potentiellement sensibles que j'ai en interne. Et est-ce que c'est pas quelque chose que je peux contrôler? Eh bien oui. Eh bien oui, parce que les extensions, au même titre que le reste des activités des navigateurs web, vont être contrôlées, interceptées par Netscope, contrôlées, déchiffrées, etc. Et la même politique de sécurité va s'appliquer. Et donc, mon IP interne ici, je vais la retrouver dans mes violations, dans mes incidents DLP, dans mes violations. Tac. Le temps que les forensics remontent. Voilà. Ici. Et donc, je suis toujours sur ChatGPT, sauf que cette fois-ci, j'ai utilisé l'extension. Et là, on voit que, ok, là, sur la page web, j'ai deux IP internes enfin, j'ai des IP qui sont partis vers ChatGPT, une interne, une autre, c'était juste une adresse IPv4. Et, voilà, et c'est quelque chose que j'étais capable de contrôler. Donc voilà pour les démos, j'essaie d'en faire un maximum dans le temps imparti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je repasse la main à Maxime. N'hésitez pas à compléter si j'ai oublié de mentionner des points importants. T'es en mute, Maxime. Merci, c'est mieux. Merci Armel. Ouais,
Félicitations pour toutes ces démos en live, qui plus est, sans filet. Il n'y a pas, y a pas de questions, mais tu as été tellement clair, j'ai envie de dire. Si Tout va bien. on a une petite question. Ah, je les ai pas vus alors. Ah oui, non, je suis pas dans la bonne rubrique. Tant pour moi. Est-ce que Netscope peut réaliser les contrôles sur les API, dont celle de ChatGPT? Alors en réalité, ouais, c'est une très bonne question. En fait, là, Armel, il a fait pas mal de démos directement dans un navigateur. Mais la réalité, c'est que Netscope, en fait, on est capable d'analyser tout type de communication over HTTPS. Donc la partie Cloud XD, le décodeur, il fait ce qu'on appelle, donc on fait du déchiffrement et ensuite on fait du decoding et on fait notamment de la désérialisation d'un certain nombre de langages à l'intérieur de HTTP. Donc en fait, dans ces langages, on va retrouver JSON, XHR, ça peut être du GraphQL, ça peut être du SOAP, ça peut être, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre, du protobuf, ça peut être des WebSockets dans certains cas. Donc en fait, chaque application, elle a ses propres langages et les API fonctionnent exactement enfin, tout ça, c'est des API en fait. Et donc si, par exemple, moi je fais des démos où je démarre une machine virtuelle sur Amazon, EC2, en passant par des commandes API que j'ai dans un Postman ou ce genre de choses. Et ben en fait, on a exactement le même niveau de détection côté Netscope. Donc on s'en fiche un petit peu que ce soit à destination d'un front-end ou à destination d'une API, parce qu'en fait, derrière, nous, ce qui nous intéresse, c'est les communications API. On sera capable de le gérer. Et c'est ça la difficulté aussi, c'est que chaque application ayant sa propre implémentation. En fait, chez Netscope, on a des milliers de décodeurs et le but, c'est de désérialiser ces différentes patterns pour pouvoir les uniformiser. Parce que derrière, quand Armel il fait une démo, par exemple sur les Generative AI, on en connaît 70. Le but, c'est que vous, en tant qu'administrateur, vous faites une règle, il y a une ligne de config et elle doit s'appliquer aux 70 applications. À la différence de certaines technologies de firewall next-gen qui font de l'application control, mais où potentiellement vous devez faire la signature pour chaque application, ce qui est très difficile à mettre en place dans la réalité. Si vous prenez par exemple la catégorie Cloud Storage chez nous, alors on sort un petit peu du sujet des IA, mais la catégorie Cloud Storage chez nous, c'est plus de 500 applications. Vous n'allez pas faire 500 règles dans votre firewall. C'est ça qui va être un peu pénible. Et donc, CloudXD va nous permettre de normer en fait ces politiques. C'est là où ça va devenir intéressant. Et puis, il y a une Euh, deuxième question qui est apparue, pardon, je te coupe, mais dans la partie conversation de cette fois. ouais. Concrètement, au niveau infrastructure, le décodeur, c'est un proxy web. Alors, c'est un proxy web qui, en fait, dans plus de 80% des cas, on fait du proxy transparent. Donc, en fait, ça s'apparente plutôt enfin, on pourrait dire que ça s'apparente à un firewall. Donc, c'est du proxy transparent qu'on va être capable de gérer majoritairement via un agent logiciel qui crée un tunnel. En fait, on n'a pas les désavantages des configurations explicites proxy, proxy pack, etc. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place aussi, mais qui tend plutôt à disparaître dans la majorité des infrastructures. Donc en fait, on supporte les deux modes de fonctionnement. Et on a aussi le mode de fonctionnement en mode où on intercepte absolument toutes les communications. Donc là, on va se comporter un peu comme un firewall dans le cloud et où on analysera du BitTorrent, du RDP, du SSH, du DNS, etc. Et oui, on sait analyser des communications HTTP sur des ports alternatifs. Alors, aléatoire, c'est un peu plus compliqué, dans le sens où aujourd'hui, il faut lister les ports qu'on veut analyser. L'analyse automatique des ports, je ne sais pas si vous aviez un serveur web sur le port 30 000, etc. Ce ne sera pas fait automatiquement, c'est quelque chose qui est dans la roadmap. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous sur cette question pour qu'on vous indique ce qu'on est capable de gérer.
Et donc, je vais finir ce webinaire, on est presque dans les temps, sur qu'est-ce qui arrive dans les mois à venir et aussi un programme de bêta qu'on a en ce moment sur le sujet des IA. Mais plus généralement, en fait, je voulais aussi en profiter pour rappeler que l'IA chez Netscope, c'est absolument pas quelque chose de nouveau. En fait, on a une équipe dédiée, des gens qui sont vraiment des spécialistes, on va dire, du sujet, avec des data scientists, des gens qui font que du machine learning. On a évidemment des ingénieurs qui font de la recherche purement de sécurité. Donc voilà, on cumule plus d'une quinzaine de doctorats, c'est 170 personnes au total, et on a déjà un certain nombre de brevets déposés. On a d'ailleurs sorti, il y a de ça quelques trimestres déjà, un moteur de machine learning capable de détecter des campagnes de phishing dès le premier clic, donc vraiment en mode 0 day phishing. Même si la campagne elle est inconnue de tous, dès la première visite, on va être capable de le détecter. Et ça fonctionne en fait en prenant un screenshot de la page et en la comparant avec d'autres, on va dire, pages légitime. Donc, en fait, si vous avez une campagne de phishing Office 365, on va comparer le screenshot de cette campagne de phishing Office 365 avec potentiellement la page de login, la vraie page de login d'Office 365. Voilà, tout ça pour dire, on a vraiment des talents chez Netscope qui sont sur ce sujet-là, des anciens de Netflix, d'Amazon, d'Apple. Vraiment un bel écosystème humain. Et puis, c'est pas du tout quelque chose de nouveau dans le sens où les premiers engines de machine learning et d'IA chez Netscope, ils datent de 2019, à une époque où on avait lancé une initiative en interne qu'on appelait AI ML Everywhere. Et en fait, cette campagne AI ML Everywhere, elle a un peu été, je vais dire, renommée en Netscope AI Labs, parce que c'est les mêmes personnes hein, qui gèrent ça. Et puis voilà, on peut mentionner aussi les moteurs de machine learning pour les documents Office, les portables exécutables qui étaient sortis en 2020. Donc il y a une vraie expertise. Et puis la dernière chose que j'ai envie de souligner, c'est que Netscope, on a un mode de release en mode CI/CD, on fait du continuous development. Donc potentiellement, il peut y avoir des nouveautés le mois prochain, dans 2 mois. On est vraiment capable d'embrasser en fait la vitesse d'innovation du cloud parce que nous-mêmes, on fait du CI/CD. Et donc la petite nouveauté, donc ça c'était ce qui existait avant. C'était en fait les moteurs de classification d'images. Euh, donc on sait faire de l'OCR, on sait extraire du texte, mais on sait aussi détecter tout simplement des passeports, des photocopies de cartes d'identité, de documents de cartes vitales, par exemple, ce genre de choses. Et on sait aussi détecter des screenshots. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que quand vous commencez à bloquer du contenu, si derrière l'utilisateur il peut juste faire un screenshot pour envoyer la donnée, ça va être un peu facile. Et donc ça, c'est dans certains cas, c'est du deep learning. On a des réseaux de neurones. On a un algorithme qui s'appelle YOLO V5 et on fait également euh, du natural language processing. Donc ça, c'est pour l'analyse des documents. On a d'un côté les images, de l'autre côté les documents. Et donc la grande nouveauté, c'est depuis le mois d'août, on a lancé en fait un programme de bêta de quelque chose qui s'appelle le Train Your Own Classifier, où le but c'est de mettre à profit en fait les capacités de, de machine learning de Netscope, mais plutôt que de les utiliser uniquement pour, on va dire, des patterns de données qui sont connus publiquement. Par exemple, un passeport, ça ressemble à ça, une carte de crédit, ça ressemble à ça, etc. En fait, vous allez pouvoir envoyer votre propre euh, propre corpus de données avec vos propres images potentiellement et que en fait on analyse, on va créer en fait on va entraîner le modèle, on va créer un peu la baseline, le référentiel de notre moteur de machine learning. Donc ça va rentrer dans ce qu'on appelle les classifiers qui sont donc des classifiers custom, ça va être vraiment les vôtres uniquement. Et le but, c'est de pouvoir détecter bah, du coup des variantes de ce type de données. Donc, je sais pas, admettons, vous travaillez dans le monde de l'automobile, bah, vous avez peut-être des photos de véhicules ou des photos de plans
de la carrosserie, que sais-je. Et donc, on pourrait entraîner le modèle avec ces données-là. Donc, on va entraîner le modèle avec ce qu'on appelle du true positive. Et puis ensuite, on va lui donner des vraies données. Et puis après, on va lui donner des mauvaises données. Et donc, on va réussir du coup à dissocier la bonne donnée, celle qu'on veut qu'elle matche et celle qu'on ne veut pas qu'elle matche. Et du coup, ça, c'est en bêta. Vous pouvez le tester. Enfin, voilà, si vous êtes intéressé par ça, que vous avez des données qui vous sont un petit peu spécifiques. Pour l'instant, ça marche que sur des images. Mais évidemment, l'objectif, ça va être de continuer à améliorer ces modèles-là à l'avenir pour que ça puisse marcher sur autre chose que des images. Et nous en avons terminé. Donc, je pense que si nous n'avons pas de questions jusqu'ici, on peut en prendre éventuellement des nouvelles. Voilà, je pense que vous l'avez compris, hein, du coup, l'offre de Netscope est relativement complète sur ce qu'on est capable d'adresser en termes de protection des données et de protection des usages. On a par exemple on n'en a pas trop parlé, hein, mais on a des clients qui sont dans le monde du secteur public, y compris dans le monde éducatif, et forcément qui s'intéressent aussi au cas de l'IA pour des problématiques enfin, de plagiat ou de création. Et on sera évidemment en mesure de gérer aussi ces cas d'usage. Alors, on a deux questions, Maxime. Alors, la première, est-ce qu'on a un Hugging Face? C'est la question qu'on nous pose dans le chat. J'ai pas compris. Un quoi? Vous n'avez pas Hugging Face? C'est la question qu'on nous pose dans le chat. Je pense que c'est l'application. Enfin, au sens, c'est l'application et elle est présente dans le CCI. Montrer. D'accord. Parfait. Et en parallèle, on a une autre question, c'est est-ce que la reconnaissance OCR est une licence à part? Donc ouais, Hugging Face est noté 52 sur 100, donc c'est relativement moyen. Mais pour des IA, c'est plutôt pas mal à la limite. On a bien le data ownership, donc ça c'est assez important. Vraiment, si ça c'est pas respecté, c'est un peu un red flag. Ça veut dire que l'hébergeur ou l'application, elle va considérer que toutes les données que vous lui soumettez désormais elles lui appartiennent. Donc là, quand il y a marqué hoster owns the data ou quelque chose de ce style-là, ça va vraiment être très très préoccupant d'un point de vue de la sécurité. Ça, c'est par exemple si vous souhaitez annuler votre abonnement, ce genre de choses, est-ce qu'on s'engage à supprimer les données du client? Donc ça peut être un indicateur qui va contribuer à ce qu'il y ait des mauvaises notes. Donc en fait, à chaque fois que vous avez des petits triangles, etc., ça va contribuer à baisser la note. Et dans certains cas, ça peut être que en fait, Netscope n'a pas été en mesure d'auditer l'application. Donc s'il y a pas de contrat ou les termes d'utilisation, les EULA, ce genre de choses, ou des Privacy Compliance Reports qui sont disponibles sur Internet, des fois, bah, les analystes chez nous, ils peuvent pas noter l'application. Dans certains cas, ils vont chercher à contacter l'hébergeur ou contacter l'application. Donc, on va contacter Facebook, on va contacter Netflix pour essayer de récupérer ces infos-là, des infos qui seraient manquantes. Mais vu qu'on fait du zéro trust, bah, si on n'a pas l'info, on considère qu'elle est plutôt en défaveur. Donc cette information est potentiellement sujette à évoluer dans le temps. Donc si jamais Monsieur T, je vais appeler Monsieur T pour pas donner le nom de tout le monde, mais je pense que tout le monde se voit. Si jamais ça vous intéresse de faire évoluer la note de cette application, vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on continue l'analyse des informations qui seraient manquantes. Donc la deuxième question, c'était sur l'OCR. Sur l'OCR, effectivement, les capacités d'OCR sont liées à la licence soit Advanced DLP, soit à la licence additionnelle Scope AI, qui va permettre justement d'aller un peu plus dans le détail. En fait, l'OCR, c'est très énergivore, et donc forcément, ça va être un frais supplémentaire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Après, si jamais vous avez envie de tester, on a des programmes de POC et des programmes d'évaluation. Si vous êtes un client existant, bah, vous pouvez demander à ce qu'on vous active des fonctions à des fins d'évaluation. Ça va durer en général 30 jours et vous allez pouvoir tester des nouvelles capacités, on va dire, de Netscope.
Si jamais vous n'êtes pas client Netscope, bah, on peut vous mettre à disposition des environnements de test ou faire des POC qui vont du coup manipuler vos propres données, etc., pour aller un peu plus loin qu'une démo, le cas échéant. On va rester connecté sur le pont encore quelques minutes. Moi, après, je vais devoir vous laisser. Mais sachez qu'on a d'ores et déjà des guides d'implémentation, que ce soit pour Google Bard, pour ChatGPT ou pour les dashboards Advanced Analytics qui sont disponibles sur le site community.netscope.com. Donc, pour ceux qui seraient déjà des clients Netscope et Nomios, n'hésitez pas à aller consulter ces guides. Alors, on a aussi des démos. Il y a une démo sur la partie Train Neuron Classifier sur laquelle j'ai pas pu trop m'étendre aujourd'hui pour des contrainte de temps, mais n'hésitez pas à aller voir ce qui s'y passe. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Nomios. Armel n'est pas tout seul. Il y a plein d'ingés capables de vous accompagner sur de l'implémentation ou répondre à vos questions. Tout à fait. Écoute, je vois plus de questions. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent ultérieurement, n'hésitez pas donc à nous les poser, que ce soit côté Nomios, côté Netscope. Vous avez forcément normalement un contact d'un côté ou de l'autre. On se fera un plaisir de vous y répondre. Et merci messieurs donc pour ce webinaire. Je pense qu'on va pouvoir clôturer la session. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci à tous.